Lors de mon procès de divorce, je me tenais seul parce que ma femme m'avait bloqué l'accès à chaque dollar que j'aurais pu utiliser pour engager un avocat. Son père a ri devant toute la salle d'audience et m'a traité d'homme pauvre et pitoyable. Puis ma femme a souri et a dit, « Te quitter a été la meilleure décision de ma vie. » Ses amis masculins ont ri, eux aussi. Mais ils ont commis une erreur. Ils pensaient que je venais sans rien. Ils ne savaient pas qu'il y avait ce document dans ma serviette usée ou ce compte caché qu'elle me croyait trop brisé pour trouver. Je ne suis pas entré dans cette salle d'audience pour chercher de la sympathie. Je suis entré en sachant qu'ils avaient déjà décidé de ce que je valais. C'était la partie qui faisait le plus mal. Non pas de perdre de l'argent, non pas de perdre un mariage, mais de réaliser que la personne qui connaissait le mieux vos sacrifices était celle qui apprenait à des inconnus comment en rire. Avant de commencer, dites-moi d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Car au moment où j'ai enfin pris la parole, les rires se sont arrêtés et le visage de ma femme est devenu blême. Je suis entré au tribunal des affaires familiales du comté de Tarrant, une serviette usée dans la main gauche et un bloc-notes jaune sous le bras. C'était tout ce que j'avais. Pas d'avocat, pas d'assistant, pas de classeur rutilant avec des onglets de couleur. Juste du papier, un stylo et ce genre de calme qu'un homme emprunte quand il sait que la peur ne lui sera d'aucun secours. Ce matin-là, avant de quitter mon appartement, je m'étais tenu devant le comptoir de la cuisine, fixant une tasse à café ébréchée que Vada m'avait offerte des années plus tôt. Les mots dessus étaient effacés aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nous formons une équipe. J'ai failli rire en les lisant. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que certaines promesses vieillissent plus mal qu'une peinture bon marché. Le couloir du tribunal sentait la cire pour parquet et le vieux papier. Les gens s'agitaient autour de moi en costume sombre, portant des sacs en cuir et des tasses à café en acier inoxydable. Je pouvais deviner qui avait de l'argent avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Cela se voyait dans leur posture, dans leur façon de s'attendre à ce que l'espace se pousse pour leur faire de la place. Vada avait déjà la sienne. Elle était assise à la table des défendeurs dans un tailleur de couleur crème, l'air reposé, élégante et blasée. À côté d'elle se tenait Mersequille, son avocat, aussi lisse qu'une publicité pour une banque et 2 fois plus froid. Derrière eux étaient assis 3 de ses amis masculins du cercle Harland, des hommes qui se qualifiaient d'investisseurs, de conseillers, de proches, d'amis, quel que soit le titre le plus valorisant au cours d'un dîner. Et au bout de la rangée se tenait son père, Branson Harland. Il me regardait comme si j'avais apporté de la boue dans sa maison. Le juge Roscoe Bell a pris place au tribunal quelques minutes après 8h30. La salle s'est tue. Le greffier a appelé notre affaire. Mercé s'est levé le premier. Mersequille pour Madame Vada Harland, a-t-il dit d'un ton qui laissait entendre que l'affaire était déjà entendue. Puis le juge m'a regardé. Et pour Monsieur Val? Je me suis levé. Ma chaise a grincé sur le sol plus fort que je ne l'aurais voulu. Orson Val, votre honneur. Je me représenterai moi-même. C'est alors que Branson a ri. Pas dans sa barbe, pas discrètement, mais assez fort pour que la dernière rangée l'entende. Ce pauvre homme pitoyable n'a même pas les moyens de s'offrir un avocat, a-t-il dit. Quelques personnes se sont retournées. L'un des amis de Vada s'est couvert la bouche, mais pas assez vite. Un autre a laissé éclater son rire franchement. Branson s'est adossé comme s'il venait de dire quelque chose de spirituel lors d'un déjeuner au country club. Vada ne l'a pas arrêté. Elle a souri. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Te quitter a été la meilleure décision de ma vie, Orson. Je peux trouver quelqu'un 10 fois mieux. » Cela a fait plus de mal que les rires, car que des inconnus se moquent de vous est une chose, mais que votre propre femme se joigne à eux en est une autre. C'était la femme qui s'était autrefois assise à mes côtés dans la salle d'attente d'un hôpital lorsque ma mère était mourante. La femme qui savait que j'étais le fils cadet, celui que tout le monde appelait quand quelque chose cassait, quand l'argent manquait, quand quelqu'un avait besoin d'un chauffeur, d'un chèque ou d'un sacrifice silencieux. Elle savait exactement où frapper. Le visage du juge Bell s'est durci. « Monsieur Harland, vous ne parlerez pas sans y être invité. Madame Harland, cela s'applique également à vous. » Branson a fait un hochement de tête nonchalant, mais il arborait toujours ce même sourire. Le juge s'est de nouveau tourné vers moi. « Monsieur Val, comprenez-vous le risque de poursuivre sans avocat ? » « Oui, votre honneur. Vous serez soumis aux mêmes exigences qu'un avocat. »« Je comprends. » Mercé s'est levé avant que je ne puisse en dire plus. « Votre honneur,
ma cliente a fait une offre de règlement généreuse. Monsieur Val l'a rejetée à plusieurs reprises. Il a choisi de poursuivre cette procédure malgré ses compétences financières limitées et l'absence de droits réels sur les actifs en question. Compétences financières limitées. C'était le genre d'insulte que les gens riches utilisaient lorsqu'ils voulaient paraître polis. J'ai gardé mes mains à plat sur la table. La vérité était simple. Vada avait gelé les comptes joints. Les cartes de crédit avaient disparu en quelques jours. Le fonds d'urgence que j'avais constitué au fil des ans était soudainement sous réévaluation. Chaque avocat que j'appelais me demandait une provision que je n'avais plus les moyens de payer. Elle avait verrouillé les portes, puis s'était moquée de moi parce que je me retrouvais dehors. Je n'ai pas encore dit tout cela. J'observais. C'était une chose que les gens sous-estimaient toujours chez les hommes discrets. Ils pensaient que le silence signifiait le vide. La plupart du temps, le silence signifiait que j'enregistrais les détails. L'assurance de Branson, les épaules détendues de Vada, le sourire répété de Mercé. Les amis venus assister à mon humiliation comme s'il s'agissait d'une séance de l'après-midi. Ils croyaient tous la même chose, j'étais désespéré, j'étais brisé, j'étais inoffensif. Mercé a commencé à décrire le mariage de façon réductrice. Une femme qui réussit, un mari raté, un homme qui refuse de tourner la page. Puis il a ouvert l'un de ses dossiers et, pendant une demi-seconde, j'ai aperçu une ligne sur la première page, Ashford Meridian Holdings. Mon regard s'est arrêté là. Ce nom n'était pas censé exister dans cette salle d'audience. Ni dans les déclarations de divorce, ni dans l'inventaire des biens communs, nulle part où Vada souhaiterait que le juge Bell regarde. J'ai baissé les yeux avant que Mercé ne remarque mon attention. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas de l'espoir à proprement parler, quelque chose de plus tranchant. Pendant des mois, je m'étais demandé comment j'allais survivre à cela. Assis là, alors qu'il me souriait comme si j'étais déjà effacé, j'ai fini par poser une meilleure question, qu'essaie-t-il de cacher avec autant d'acharnement ? Mercé continuait à parler comme s'il faisait un bulletin météo. Calme, mesuré, sûr de lui. Monsieur Val a un passif de mauvaises décisions financières, a-t-il dit. Il a régulièrement mal compris des affaires commerciales qu'il n'était pas qualifié pour évaluer. Cette phrase m'a fait un effet curieux. Elle ne m'a pas mis en colère immédiatement. Elle m'a ramené en arrière. De retour dans le premier appartement que Vada et moi avions loué près de Fort Worth, au-dessus d'une petite boulangerie qui préparait des brioches à la cannelle avant le lever du soleil. Les tuyaux cognaient dans les murs la nuit. Notre canapé avait un pied cassé surélevé par 2 vieux livres. Nous mangions dans des assiettes dépareillées et nous nous disions que c'était temporaire. À cette époque, elle ne me disait pas que je manquais de compétences financières. Elle m'appelait son pilier. Quand sa voiture tombait en panne, je la réparais. Quand elle avait besoin d'aide pour organiser les tournées des fournisseurs de l'entreprise de son père, j'ai resté assis avec elle à la table de la cuisine jusqu'à minuit. Quand elle pleurait parce que Branson lui répétait qu'elle n'était pas prête à diriger quoi que ce soit d'important, je lui disais qu'elle était plus intelligente que tous les hommes présents dans cette salle de conseil. Je le pensais sincèrement. Peut-être l'a été ma première erreur, non pas de l'aimer, mais de croire que l'amour nous rendait égaux. J'avais été façonné pour ce genre de pensée bien avant de rencontrer Vada. J'étais le fils cadet de la famille Val. Tobin avait reçu de l'aide pour l'université. Lenora avait été soutenue après son divorce. Quand les factures médicales de mon père sont arrivées à échéance, j'ai cumulé des chantiers de restauration supplémentaires et j'ai dit que tout allait bien. Personne n'appelait cela de l'abus. Il disait, Orson peut s'en charger. Cette phrase m'a suivi partout comme un second prénom. Alors, quand la carrière de Vada a décollé et que la mienne s'est effacée au profit de la sienne, j'ai à peine remarqué la tournure que prenaient les événements. Je m'occupais des réparations à la maison. Je recevais les livreurs. Je gérais les inspecteurs immobiliers. Je m'occupais des petits détails dont personne ne voulait s'occuper. Elle est devenue le visage de la réussite des Harland. Je suis devenu l'homme qui veillait à ce que la lumière reste allumée dans l'ombre. Au début, j'étais fier. Puis, des réunions se sont tenues sans moi. Les mots de passe des comptes bancaires ont été modifiés. Des documents ont été déplacés dans des dossiers auxquels je n'avais pas accès. Si je posais des questions, Vada soupirait et disait, « Chérie, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Tu es doué pour les vieux bâtiments, pas pour la finance d'entreprise. » Une petite phrase, dite doucement,
répété assez souvent, et elle finit par devenir un mur. Le jour où elle a demandé la séparation, elle n'a pas pleuré. Elle se tenait dans notre cuisine, près de la même tasse à café ébréché qu'elle m'avait offerte des années auparavant, et a dit, c'est la voie la plus propre à suivre. Pas la plus bienveillante, pas la plus juste, mais la plus propre. En l'espace d'une semaine, ma carte bancaire a cessé de fonctionner. Le compte joint a été restreint. Les économies que je pensais communes nécessitaient désormais une double validation. J'ai appris cette expression de la bouche d'un directeur de banque qui n'osait pas me regarder dans les yeux. Le pire moment s'est produit au comptoir d'une pharmacie. Je récupérais les médicaments pour la tension de mon père. La carte a été refusée. Puis une autre. La femme derrière moi a changé son panier de main. La caissière a baissé la voix pour me demander si j'avais un autre moyen de paiement. J'ai rendu l'ordonnance. Ce soir-là, j'ai appelé Tobin pour lui demander de l'aide pour payer une avance d'honoraires d'avocat. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis il a dit, je ne peux pas me mêler de ça, Orson. Tu as toujours été le plus fort de nous deux. C'était encore là. Assez fort pour n'avoir besoin de rien. Assez utile pour être sollicité. Assez jetable pour qu'on vous laisse seul. De retour dans la salle d'audience, Mercé parlait toujours. Vada était assise, les mains croisées, arborant cette expression patiente que les gens riches utilisent lorsqu'ils veulent que la cruauté ressemble à de la maturité. Branson avait l'air de s'ennuyer, mais je ne considérais plus leur comportement comme le fruit du hasard. Trop d'éléments concordaient, les comptes gelés, la proposition de règlement insultante, le nom dissimulé sur le document de Mercé, Ashford Meridian Holdings. Quelqu'un s'attendait à ce que je manque de force avant de manquer de questions. J'ai regardé Vada, elle a croisé mon regard et m'a adressé ce même petit sourire, celui qui m'avait fait douter de moi-même pendant des mois. Cette fois, cela n'a pas fonctionné. Cela m'a poussé à me demander ce qu'elle pensait d'autre que j'étais trop simple d'esprit pour trouver. Plus Mercé parlait, plus la trame de leur version se dessinait clairement. Vada était l'épouse brillante. J'étais le mari aigri. Elle essayait d'aller de l'avant. J'essayais de la punir. C'était bien ficelé, propre et facile à assimiler pour un tribunal. C'était là le danger d'un mensonge bien construit. Il n'avait pas besoin de tout expliquer, il lui suffisait simplement de paraître plus fluide que la vérité. Mercé faisait les 100 pas lentement devant sa table, une main posée sur un dossier. Madame Harland s'est bâtie une carrière solide, disait-il. Monsieur Val a malheureusement confondu à plusieurs reprises l'accès et la propriété. L'accès et la propriété. Cette expression m'a ramené à la nuit où j'avais vu pour la première fois le nom d'Ashford Meridian Holdings. C'était environ 8 mois avant que Vada ne demande le divorce. Nous vivions encore dans la maison située à l'extérieur de Fort Worth, même si, à cette époque, cela ressemblait moins à un mariage qu'à une colocation. Vada aimait que tout soit connecté, téléphone, tablette, ordinateur portable, calendrier, dossiers fiscaux, reçus de voyage. Elle détestait le désordre et adorait la commodité. Nous avions donc un système de sauvegarde familiale dans le placard du bureau, un petit disque réseau noir placé à côté du routeur, qui bourdonnait jour et nuit comme un petit réfrigérateur. Je n'y avais jamais prêté attention. Un soir, je cherchais de vieux documents de taxes foncières liées aux terres de ma mère près de la rivière Brazo. Elisa était partie depuis près d'1 an et j'avais encore un carton de ses papiers sous mon établi. J'ai ouvert le dossier partagé en m'attendant à y trouver des photos, des formulaires d'assurance ou des reçus numérisés. À la place, j'ai découvert un dossier étiqueté « Examen AMH ». Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un de ses projets professionnels. J'ai failli le fermer. C'était mon habitude. Si quelque chose semblait poser problème, je l'évitais. Maintenir la paix. Ne pas compliquer les choses. Mais j'ai alors aperçu un autre fichier, usage préliminaire d'intervalle. Ma main est restée figée sur la souris. Le document n'était pas caché, il s'était simplement retrouvé là où il n'aurait pas dû être. C'était le propre des gens trop confiants. Ils cessent de verrouiller chaque porte parce qu'ils ne croient plus que quelqu'un dans la maison va essayer d'actionner la poignée. À l'intérieur se trouvaient des tableurs, des notes de transfert, des projections et des synthèses. Je n'ai pas compris au premier coup d'œil, mais j'en ai compris assez. Ashford Meridian Holdings apparaissait à de multiples reprises, transferts importants, honoraires de conseil, évaluation de développement, des dates qui coïncidaient avec notre mariage.
Et puis, sur un projet de note de service, une ligne m'a serré l'estomac, l'accès à la parcelle Val reste tributaire de l'influence conjugale et du calendrier des signatures. Je l'ai lu 3 fois, non pas parce que les mots étaient complexes, mais parce que je refusais d'admettre ce qu'ils signifiaient. Cette nuit-là, j'ai fermé le dossier et je suis resté assis dans le bureau jusqu'à ce que les voyants du routeur se brouillent sous mes yeux. Une partie de moi voulait faire semblant de n'avoir rien vu. Un homme peut s'habituer à être mis de côté, il peut même appeler cela de la patience s'il le fait depuis longtemps, mais le silence a un prix. J'avais passé la majeure partie de ma vie à le payer. Quelques nuits plus tard, j'ai entendu Vada dans son bureau. Le porte n'était pas complètement fermé. Je passais devant avec un panier de linge quand sa voix m'a arrêté. Non, pas sous ce compte, disait-elle. Déplace-le avant la divulgation des pièces. Nous ne pouvons pas avoir de recoupement. Il y a eu un silence. Puis elle a ajouté, Orson ne vérifiera pas. Il ne le fait jamais à moins qu'on ne lui dise. J'ai continué à marcher. Je n'ai pas fait d'irruption. Je ne l'ai pas accusé. J'ai plié des serviettes dans la buanderie avec des gestes plus lents que d'habitude, en écoutant le tambour de la machine tourner. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de réfléchir comme un mari réclamant de la justice. J'ai commencé à penser comme un homme qui avait besoin de preuves. Au cours des semaines suivantes, j'ai copié uniquement ce à quoi j'avais légalement accès, des fichiers partagés, des sauvegardes domestiques, des relevés bancaires portant mon nom, des documents fiscaux liés à des comptes que j'étais autorisé à consulter. Je n'ai rien piraté. Je ne me suis introduit nulle part. J'ai simplement cessé d'ignorer les portes qu'ils avaient laissées ouvertes. De retour dans la salle d'audience, Mercé continuait de monter son petit dossier contre moi. Il veut faire croire à ce tribunal qu'il existe un complot secret, a-t-il dit avec un léger sourire. Mais le ressentiment n'est pas une preuve. Le juge Bell s'est tourné vers moi, Monsieur Val, vous allez avoir l'occasion de vous exprimer. Je me suis levé lentement. Vada m'observait avec le même visage serein qu'elle affichait lorsqu'elle expliquait au directeur de banque que j'étais confus. Branson s'est adossé comme si les minutes suivantes allaient le divertir. J'ai regardé le juge Bell. Votre honneur, ai-je dit, je ne demande pas au tribunal de considérer le ressentiment comme une preuve. Je demande au tribunal d'examiner une entité qui ne figure pas dans les déclarations de Madame Harland. Les stylos de Mercé ont cessé d'écrire. J'ai ouvert ma serviette, j'ai sorti une unique feuille propre et je l'ai posée sur la table. Pas une pile, pas un discours, une seule page. Un récapitulatif de transfert portant le nom d'Ashford Meridian Holdings. La pièce n'a pas explosé. La vraie vie fonctionne rarement ainsi. L'atmosphère s'est tendue. Les doigts de Vada se sont crispés. Le sourire de Branson s'est effacé, juste assez pour laisser poindre une pointe de peur. Et dans ce court silence, j'ai compris une vérité que j'avais été trop fatigué pour admettre, mon divorce n'était pas le début de l'histoire. C'en était la couverture. Je n'ai pas fait glisser la feuille théâtralement sur la table. Je l'ai simplement soulevée, l'ai tenue là où le juge Bell pouvait la voir et j'ai dit, Votre honneur, voici un récapitulatif de transferts liés à Ashford Meridian Holdings. Il fait référence à des fonds communs, mais cette entité ne figure nulle part dans les déclarations sous serment de Madame Harland. La salle est restée silencieuse une seconde de trop. Ce fut le premier changement. Mercé s'est levé d'un bond avant même que le juge ne tende la main vers la feuille. Votre honneur, nous nous opposons à toute cette argumentation. Monsieur Val tire des conclusions de documents qu'il ne comprend pas. Branson a laissé échapper un court rire, mais il n'avait plus le même poids qu'auparavant. Évidemment qu'il ne comprend pas, a-t-il dit. C'est exactement pour cela que les hommes pauvres ne devraient pas s'improviser avocats. Le juge Bell l'a dévisagé par-dessus ses lunettes. Monsieur Harland, je vous ai déjà averti une fois. Branson s'est rassis, mais sa mâchoire bougeait comme s'il mâchait des paroles qu'il brûlait encore de me lancer. L'huissier a pris la page de mes mains et l'a transmise au juge. Le juge Bell l'a lu lentement, sans la survoler. Il lisait. Son pouce s'est arrêté près de la deuxième ligne, puis est descendu le long de la page. Mercé l'observait attentivement, et pour la première fois ce matin-là, son assurance semblait être un masque qu'il devait s'efforcer de maintenir. Vada ne bougeait pas beaucoup. C'était son don, l'immobilité. Elle pouvait se tenir dans une pièce en flammes et faire croire aux gens que la fumée provenait de quelqu'un d'autre. But j'ai vu sa main droite se serrer sur son stylo. Le juge Bell m'a regardé. Monsieur Val,
d'où provient ce document? D'un système de sauvegarde domestique partagé, votre honneur. Il était connecté au réseau de notre domicile conjugal. J'y avais un accès légal. Le fichier n'était pas protégé par un mot de passe et comprenait des récapitulatifs financiers liés à des comptes que j'étais autorisé à consulter. Mercé s'est tourné légèrement vers moi. Alors, nous amuserons-nous à prétendre qu'un disque de sauvegarde domestique fait de lui un expert comptable judiciaire? J'ai gardé une voix calme. Non, monsieur. Je dis que ce document existe. C'était tout. J'avais appris une leçon en restaurant de vieux bâtiments, si une poutre est pourrie, il est inutile de crier. On la met à nu, puis on laisse le poids de la maison faire le reste. Le juge Bell a posé le document à plat devant lui. Monsieur Key, est-ce qu'Ashford Meridian Holdings figure dans les déclarations de votre cliente? Mercé a ouvert son dossier, puis un autre. HIS assistante s'est penchée pour lui murmurer quelque chose. Il n'a pas répondu immédiatement. Ce silence avait plus de valeur que tous les discours que j'aurais pu prononcer. Finalement, il a dit, votre honneur, nous aurions besoin de temps pour déterminer si cette entité est pertinente. Pertinente, a demandé le juge Bell. Mercé a ajusté ses manches. Elle est peut-être liée à des opérations commerciales extérieures à la communauté conjugale. Je me suis tourné vers le juge. La date du transfert est de 6 semaines avant que Madame Harland ne demande le divorce. Le compte émetteur est un compte que nous utilisions tous les deux pendant le mariage. Le montant s'élève à un peu moins de 2 millions de dollars. Un murmure a parcouru le public. Pas fort, plutôt comme un changement d'atmosphère. L'un des amis de Vada a cessé de se balancer sur sa chaise, Callaway Drass. Je le connaissais assez pour décoder son attitude faussement décontractée d'homme riche. Il avait ri plutôt comme si j'étais un mendiant devant un restaurant. Désormais, son regard était fixé sur le document, pas sur moi. L'attention du juge Bell s'est aiguisée. Monsieur Key. Le ton de Mercé s'est refroidi. Encore une fois, votre honneur, Monsieur Val sélectionne des éléments hors de leur contexte. Je pose une question simple, a dit le juge. Cette entité a-t-elle été déclarée? Mercé a marqué un temps d'arrêt. Non, votre honneur, pas dans le dossier initial. Dossier initial, c'était du jargon d'avocat pour dire pas encore pris sur le fait. Pour la première fois de la matinée, personne n'a ri. J'ai senti le basculement dans la salle. Ce changement n'était pas de la bienveillance, ce n'était pas du soutien, c'était de la prudence. Les personnes qui avaient décrété que j'étais inoffensif revoyaient désormais leurs calculs. Mercé l'a senti également, et il a changé de cap rapidement. Votre honneur, nous avons de sérieuses réserves sur la façon dont Monsieur Val s'est procuré ces fichiers. Son état émotionnel est instable depuis le début de cette procédure. Nous pensons qu'il a pu accéder à des documents commerciaux confidentiels sans autorisation. C'était reparti, pas le document, mais moi. Quand les gens ne peuvent pas étouffer la vérité, ils tentent d'étouffer la personne qui la révèle. Le juge Bell m'a regardé. Monsieur Val, soyez prudent. Si vous produisez des éléments obtenus de manière irrégulière, cela posera un problème distinct. Je comprends, ai-je répondu. C'est pourquoi je n'ai apporté que des documents provenant de systèmes partagés, de comptes joints ou de fichiers déjà liés à la communauté conjugale. Je ne me suis connecté à aucun portail d'entreprise privée. Je n'ai deviné aucun mot de passe. Je n'ai utilisé l'appareil de personne d'autre. Mercé a eu un mince sourire. C'est sa version des faits. Oui, ai-je dit, me tournant juste assez pour lui faire face, et contrairement aux déclarations de Madame Harland, j'ai apporté des preuves pour l'étayer. La salle est retombée dans le silence. Le stylo de Vada a cessé de bouger. Branson m'observait comme s'il venait de réaliser que je n'étais plus à la place qu'il m'avait assignée. Le juge Bell a tapoté la page du doigt. Nous allons verser cette pièce pour un examen préliminaire. Monsieur Key, j'attends des explications concernant Ashford Meridian Holdings et ses liens éventuels avec les biens conjugaux. Mercé a acquiescé, la bouche serrée. Je me suis rassis. Mes mains étaient stables à présent. Pendant des mois, je m'étais demandé si j'avais imaginé cette configuration, si le chagrin, la fatigue et l'humiliation m'avaient fait voir des connexions inexistantes. Mais le doute s'est envolé en observant leur visage changer devant une simple feuille de papier. L'innocence explique, le coupable demande comment vous l'avez appris. Et l'étape suivante de Mercé m'a indiqué qu'il n'en avait pas fini.
et a regardé vers le fond de la salle d'audience où un homme en costume bleu marine attendait, un dossier en cuir pressé contre sa poitrine. Un témoin. Quelqu'un dont il pensait qu'il me remettrait à ma place. L'homme en costume marine s'est avancé vers la barre des témoins d'un pas assuré, comme s'il s'était entraîné à paraître crédible. Il s'appelait Gary Ridey, directeur financier du Harland Infrastructure Group. Je le connaissais. Pas assez pour le qualifier d'ami, mais suffisamment pour me souvenir qu'il était assis à ma table pour Thanksgiving il y a 3 ans, me disant que ma poitrine de bœuf fumé était meilleure que tout ce qu'on servait au club de Branson. Aujourd'hui, il refusait de croiser mon regard. Mercer le traitait avec délicatesse, comme on manipule de la porcelaine fine. Monsieur Ridey, depuis combien de temps supervisez-vous les rapports financiers de Harland Infrastructure ? 11 ans. Et les comptes de la société sont-ils audités ? Conformes chaque année ? Oui. Qualifieriez-vous la compréhension de M. Val en matière de finances d'entreprise de fiable ? Garrick a marqué un temps d'arrêt, juste assez pour donner une impression de réflexion. Non, a-t-il dit. Orson est un homme compétent dans son domaine, mais ses questions sont complexes. C'était encore là, le coup de poignard poli. Compétent dans son domaine, doué pour les vieux bâtiments, mais non qualifié pour les pièces où l'argent circulait. Mercer a laissé planer cette réponse. J'ai senti l'atmosphère se détendre dans la salle, comme si les gens attendaient qu'un homme respectable vienne me discréditer. Garrick a parlé avec aisance des procédures de déclaration, des audits externes, des réserves de développement, des classifications d'actifs. Chaque phrase était parfaitement calibrée. Pendant quelques minutes, j'ai senti l'ancien fardeau peser de nouveau. J'aurais peut-être dû accepter la proposition de règlement. J'aurais peut-être dû partir pendant qu'il me restait un peu de fierté. J'étais fatigué d'être traité comme un intrus dans ma propre vie. Le juge Bell a ordonné une courte suspension de séance. Les chaises ont bougé, les papiers ont bruissé. Mercer s'est penché vers Vada pour lui chuchoter quelque chose. Branson consultait son téléphone comme si nous lui faisions perdre son après-midi. Je suis sorti dans le couloir et j'ai aperçu une jeune greffière près du photocopieur, portant une pile de dossiers qui lui arrivait au menton. Une collègue plus âgée est passée à côté d'elle et a dit « Laisse ça là, ma puce. On arrangera ça plus tard. » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je connaissais ce regard. C'était le regard de quelqu'un qui apprend qu'avoir raison n'a pas d'importance si personne ne veut vous écouter. Je me tenais là, ma serviette à la main, et quelque chose s'est ancré en moi. Si je reculais maintenant, je ne préservais pas la paix. Je les aidais à infliger la même leçon à quelqu'un d'autre. À la reprise de l'audience, le juge Bell m'a regardé. « Monsieur Val, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. » Je me suis levé en prenant mon bloc-notes, même si je le consultais à peine. « Monsieur Ridey, ai-je dit, nous nous sommes déjà rencontrés. » « Oui. » « À mon domicile ? » ?»« Oui, vous avez dîné à ma table. » Garrick a légèrement bougé sur son siège. « Je crois, oui. Vous m'avez également dit un jour que Harland Infrastructure utilisait 2 modes de présentation des rapports parce que, selon vos propres mots, Branson aimait les chiffres propres pour les pièces propres. Vous en souvenez-vous ? Mercer s'est levé. Objection. Oui-dire et interprétation abusive. Le juge Bell a regardé Garrick. Il peut répondre s'il se souvient de cette déclaration. Garrick s'est raclé la gorge. Je ne me souviens pas de la formulation exacte. Très bien. Je m'y attendais. J'ai continué. Est-ce que Harland Infrastructure utilise un logiciel de reporting interne appelé Meridian View ? Les mains de Garrick se sont crispées sur les accoudoirs de sa chaise. Nous utilisons plusieurs systèmes. Meridian View en fait-il partie ? Oui. Meridian View peut-il générer différents formats de rapports à partir des mêmes données de transaction de base ? Mercer s'est levé de nouveau. Votre honneur, nous utilisons là des systèmes d'entreprise confidentiels. Le juge Bell a pris un air agacé. Garrick a dégluti. Il peut générer différents rapports pour différents usages. Différents usages, ai-je répété. L'un pour la direction interne, l'autre pour l'évaluation externe. Cela arrive dans beaucoup d'entreprises. Je n'ai pas demandé si cela arrivait dans beaucoup d'entreprises. J'ai demandé si c'était le cas ici. Pour la première fois, Garrick a regardé Vada.
Ce fut rapide, à peine un battement de paupières, mais le juge Bell l'a vu. Le juge a donc posé la question directement. Garrick a expiré par le nez. Oui, il existe des présentations de rapports internes et externes. L'atmosphère a de nouveau changé. Pas assez pour l'emporter, mais assez pour les inquiéter. J'ai pris la page que j'avais annotée avant l'audience. Est-ce qu'Ashford Meridian Holdings est lié à une catégorie de reporting interne dans Meridian View? La voix de Mercé s'est faite plus vive. Objection. Le juge Bell a levé la main. Rejeté. Répondez avec précision, monsieur Ridé. Le visage de Garrick a perdu de ses couleurs. Il est possible qu'il soit apparu dans des plannings de développement interne. Des plannings de développement pourquoi? J'aurais besoin d'examiner le dossier. Vous avez approuvé des transferts liés à cette entité. J'ai approuvé des transferts sur la base d'une autorisation de la direction. De la part de qui? Le silence n'a duré qu'une seconde, mais il a figé toute la salle. De la direction exécutive, a-t-il dit. Vada Harland. Mercé a repoussé sa chaise. Votre honneur. La voix du juge Bell s'est faite plus basse. Monsieur Ridé, répondez à la question. Garrick a baissé les yeux. Oui, a-t-il dit. Ce n'était pas un aveu, ce n'était pas un verdict, mais c'était la première fissure dans le mur qu'ils avaient érigé autour d'elle. Je me suis rassis après cela parce que je savais qu'il ne fallait pas surexploiter une bonne réponse. Si l'on insiste trop, un témoin effrayé se braque. Si l'on laisse la réponse résonner, les gens commencent à combler le silence d'eux-mêmes. Alors que le juge ordonnait une nouvelle suspension, j'ai mesuré l'ampleur de ce qui se jouait. Il ne s'agissait plus seulement de mon divorce. Si ces formats de rapport m'avaient dissimulé de l'argent, qu'avaient-ils caché d'autre? Des investisseurs, des employés, des comptes d'épargne retraite, des pères et mères de famille qui faisaient confiance à leur bulletin de salaire et à leur relevé de prestations parce que les gens ordinaires ne s'attendent pas à ce que les puissants jouent avec leur avenir. Si je continuais, des innocents risquaient d'être touchés. Si je m'arrêtais, les coupables restaient protégés. C'était le genre de choix auquel personne ne vous prépare. Je m'étais présenté au tribunal pour tenter de survivre. À la fin du témoignage de Garrick, la survie me semblait dérisoire. Lorsque j'ai quitté le tribunal, le soleil de l'après-midi transformait le parking en une plaque aveuglante. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant plusieurs minutes avant de démarrer le moteur. Mes mains étaient sur le volant, mais mon esprit était resté dans cette salle d'audience avec Garrick Ridé prononçant les mots « direction exécutive ». Comme si ces mots lui avaient échappé avant qu'il ne court les retenir. Je suis retourné dans mon petit logement de location dans l'ouest de Fort Worth sans allumer la radio. Les rues étaient animées, mais tout autour de moi semblait lointain. Les gens récupéraient leurs enfants, s'arrêtaient faire des courses, faisaient le plein d'essence, menaient une vie normale. La mienne me donnait l'impression d'avoir été posée sur une table et démontée pièce par pièce. Dans l'appartement, j'ai posé ma serviette près de la porte. Quelques cartons s'alignaient encore le long du mur. Je n'avais jamais complètement déballé mes affaires. Une partie de moi avait cru que cet endroit était temporaire. Une autre craignait que déballer revienne à admettre que le mariage était définitivement terminé. Sur l'étagère de la cuisine se trouvait la tasse à café ébréchée. Quoi qu'il arrive, nous formons une équipe. Je l'ai prise. La fêlure près de l'anse avait noirci avec les années. Je me souvenais du moment où Vada me l'avait tendue, alors que nous étions fauchés, fatigués, mais encore attentionnés l'un envers l'autre. À cette époque, elle me regardait comme si j'avais de l'importance. J'ai reposé la tasse délicatement. La promesse était brisée, mais cela ne signifiait pas que je devais l'être aussi. Vers 21h ce soir-là, mon téléphone a vibré. Pas de nom, pas de salutation, juste un lien vers un fichier sécurisé et une phrase « Tu as besoin d'écouter cela avant demain ». Je l'ai fixé pendant un long moment. Ces temps-ci, même l'aide me rendait méfiant. Mais l'expéditeur avait inclus une date, la veille du jour où Vada avait déposé sa demande d'ordonnance provisoire. J'ai ouvert le fichier. Un sifflement de fond s'est fait entendre. Puis la voix de Vada a résonné. Pas sa voix du tribunal, pas celle de l'épouse blessée et polie, c'était la version privée, tranchante, contrôlée, fatiguée de faire semblant. Il n'a pas besoin d'être fou, disait-elle. Il doit juste avoir l'air instable assez longtemps pour que le juge arrête de l'écouter. Un homme a répondu,
La voix plus basse, difficile à identifier, et l'argent? Maintiens-le bloqué, a dit Vada. Pas d'avocat, pas de marge de manœuvre. Il acceptera la proposition de règlement lorsqu'il réalisera que personne ne viendra le sauver. J'ai arrêté l'enregistrement. L'appartement semblait trop silencieux après la disparition de sa voix. Puis je l'ai relancé. Cette temps-ci, j'ai entendu une autre phrase vers la fin, tout le problème d'Orson, c'est qu'il s'imagine encore que se comporter honnêtement est une stratégie. Je me suis assis à la petite table de la cuisine, car mes jambes me semblaient peu sûres. C'est une chose de soupçonner quelqu'un d'exploiter vos faiblesses, c'en est une autre de l'entendre le formuler de vive voix. Pendant quelques minutes, j'ai pensé à y mettre un terme. Pas à ma vie, mais au combat. Signer, leur donner tout ce qu'ils voulaient. Qu'ils gardent l'argent, leur version de l'histoire, leur satisfaction suffisante. J'étais fatigué de me réveiller chaque matin et de pénétrer dans une pièce où des gens étaient payés pour contester ma valeur. Puis j'ai de nouveau regardé la tasse. Tout ce qui est brisé ne doit pas finir à la poubelle. Ma mère répétait cela lorsqu'elle raccommodait de vieux édredons ou recollait des assiettes ébréchées. J'avais toujours pensé qu'elle parlait des objets. Cette nuit-là, j'ai compris qu'elle parlait peut-être aussi des gens. Le lendemain matin, je suis retourné au tribunal avec l'enregistrement copié sur une clé propre, scellé dans une petite enveloppe. Je n'en ai parlé à personne dans le couloir. Je n'ai pas regardé Vada plus que nécessaire. Elle est arrivée vêtue de bleu marine, sereine comme toujours, Branson à ses côtés et Mercé déjà plongé dans ses notes. L'audience a débuté par l'attaque de Mercé. « Votre honneur, a-t-il dit, au vu des allégations de plus en plus infondées de M. Val, nous pensons que le tribunal doit examiner son discernement et sa stabilité émotionnelle. » C'était là, pas les fonds, pas Ashford Meridian, mais moi. Mercé a évoqué mon chagrin après le décès de ma mère. Il a parlé de mon suivi psychologique. Il a mentionné les mois où je ne pouvais pas dormir plus de 2 heures d'affilée sans me réveiller en sueur. Il a même évoqué, avec précaution et un regret fin, l'enfant que Vada et moi avions perdu au début de notre mariage. Ce coup-là m'a touché à un endroit que je n'avais pas blindé. Vada a baissé les yeux au moment parfait. Branson avait l'air solennel pour une fois, comme s'il s'était acheté de la compassion pour l'audience. Mercé a déclaré, « Nous n'attaquons pas M. Val. Oui, craignons simplement qu'il croit sincèrement à l'existence de liens là où il n'y en a pas. » Je me suis levé lorsque le juge Bell s'est tourné vers moi. « Mon chagrin est réel, votre honneur, » ai-je dit. Le document déjà répertorié l'est tout autant, de même que l'enregistrement que je demande au tribunal d'examiner. Mercé s'est retourné brusquement. « Enregistrement ?» La tête de Vada s'est redressée. J'ai tendu l'enveloppe à l'huissier. Je l'ai reçu hier soir. Je ne demande pas à ce qu'il soit diffusé publiquement sans vérification préalable. Je demande qu'il soit versé au dossier pour examen et conservé selon la chaîne de traçabilité des pièces. Le juge Bell m'a observé, puis a regardé l'enveloppe. Monsieur Quille. Mercé a repris contenance, mais pas tout à fait. Nous nous y opposons. Source inconnue. Manipulation potentielle. Pas de fondement. C'est noté, a dit le juge Bell. Le tribunal va conserver la pièce en attendant son examen. Monsieur Val, vous comprenez que cela ne garantit pas sa recevabilité. Oui, votre honneur. L'huissier a pris l'enveloppe. C'était un geste minime, un homme traversant une salle d'audience avec une pièce à conviction à la main, mais le visage de Vada a légèrement changé. L'inquiétude s'est manifestée d'abord, la peur viendrait plus tard. En me rassoyant, j'ai compris une chose qui m'avait échappé jusqu'alors. Les chiffres pouvaient s'expliquer, les papiers pouvaient être ensevelis sous d'autres papiers, mais la voix d'une personne avait une manière bien à elle de franchir les portes verrouillées, et la voix de Vada faisait désormais partie du dossier officiel. Le lendemain matin, la salle d'audience ressemblait moins à un lieu de divorce qu'à une pièce dans l'attente d'une tempête. Personne ne plaisantait dans le couloir. Callaway Drass gardait les yeux fixés sur son téléphone, même si son pouce ne bougeait pas. Branson se tenait près de Vada, les bras croisés, mais sa décontraction passée s'était envolée. Mercé qui paraissait impeccable comme toujours, mais une crispation inédite marquait le contour de sa bouche. Les preuves font cet effet-là aux gens. Le juge Bell est entré et la salle s'est levée. À notre reprise, le greffier a posé la clé scellée à côté de l'ordinateur du tribunal. Elle paraissait minuscule là-haut, presque inoffensive,
Un simple morceau de plastique et de métal, mais je savais ce qu'elle contenait. Mercé s'est levé avant même que le juge ne prenne la parole. Votre honneur, nous renouvelons notre objection. Source inconnue, pas de fondement, pas d'authentification. C'est exactement le genre d'élément qui peut vicier une procédure. Le juge Bell l'a regardé. Monsieur Quille, je déterminerai sa valeur après l'avoir écouté. Asseyez-vous. Mercé s'est rassis. C'était la première fois que je voyais Vada le regarder lui au lieu du juge. L'enregistrement a débuté par des grésillements, puis un faible bourdonnement. Une pièce quelque part, une table, peut-être un verre qu'on pose. Puis la voix de Vada a envahi la salle d'audience. Il n'a pas besoin d'être fou, disait-elle. Il doit juste avoir l'air instable assez longtemps pour que le juge arrête de l'écouter. Personne n'a bougé, l'enregistrement se poursuivait. Maintiens-le bloqué. Pas d'avocat, pas de marge de manœuvre. Il acceptera la proposition de règlement lorsqu'il réalisera que personne ne viendra le sauver. Je l'avais déjà entendu dans mon appartement. Je pensais que cela rendrait sa seconde écoute plus facile. Ce ne fut pas le cas. Il y a quelque chose de particulier à voir la cruauté privée devenir une vérité publique. Cela ne se contente pas de démasquer la personne qui a parlé, cela restitue quelque chose à celle qui l'a enduré. Pendant des mois, je m'étais demandé si je n'exagérais pas la situation. Peut-être que Vada cherchait simplement à se protéger. Peut-être que le gel des comptes était une procédure de routine. Peut-être que j'étais fatigué, endeuillé, trop sensible. Et puis, sa propre voix s'est élevée dans ce tribunal pour répondre à tout cela. Mercé s'est levé lentement. Votre honneur, cet extrait est incomplet. Il manque de contexte. Le juge Bell n'a pas détourné les yeux de son écran. Le contexte semble être une stratégie de contentieux. Sauf votre respect, votre honneur, ma cliente est autorisée à discuter de stratégie juridique. Pas d'une stratégie conçue pour altérer la perception de l'état mental d'une partie, a rétorqué le juge. Le visage de Vada s'était figé. Pas calme, cette fois, figé. Je me suis levé. Votre honneur, je souhaite appeler le docteur Altehakim. Mercé s'est tourné vers moi si brusquement que sa chaise a pivoté derrière lui. Objection. Nous n'avons pas reçu de notification pour ce témoin. Elle figure sur l'attestation médicale soumise par votre cabinet, ai-je répliqué. Si sa déclaration est utilisée pour contester ma crédibilité, je pense que le tribunal doit entendre ce qu'elle voulait réellement dire. Le juge Bell a réfléchi. J'autorise un témoignage limité. Le docteur Kim est entré par le couloir quelques minutes plus tard. C'était une petite femme en tailleur gris, les yeux fatigués, serrant un dossier contre sa poitrine. Elle n'avait pas l'air pressée d'être là. Après sa prestation de serment, j'ai gardé une voix stable. Docteur, m'avez-vous soigné après le décès de ma mère? Oui. Est-ce que je luttais contre le chagrin? Oui. L'insomnie? Oui. La dépression? Oui. J'ai marqué un temps d'arrêt. M'avez-vous déjà diagnostiqué comme délirant? Non. Le mot a résonné clairement. Mercé s'est levé. Votre honneur, l'attestation mentionne une instabilité émotionnelle, pas un délire. Le docteur Kim l'a regardé, puis a fixé le juge. La formulation de cette attestation était plus forte que ce que mes notes cliniques justifient. Le juge Bell s'est penché en avant. Expliquez-moi cela. Elle a pris une inspiration. J'ai été contacté par le conseil de Madame Harland pour des éclaircissements. On m'a encouragé à utiliser des termes plus larges concernant l'état émotionnel de Monsieur Val. J'aurais dû être plus prudente. Il était en deuil. Il était épuisé. Il n'était pas déconnecté de la réalité. Vada a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Le visage de Branson s'est assombri. Je n'ai pas ressenti de triomphe à ce moment-là. J'ai ressenti quelque chose de discret. Du soulagement, peut-être, mais pas de la joie. Plutôt le soulagement qui survient lorsque l'on pose enfin un fardeau que l'on a porté si longtemps qu'on en avait oublié l'existence. Le docteur qui m'a poursuivi, il s'est demandé si des décisions financières lui étaient cachées. À l'époque, j'ai interprété cela comme du stress conjugal. Au vu de ce que j'entends aujourd'hui, ces inquiétudes reposaient peut-être sur des faits réels. La salle d'audience a de nouveau changé, non pas par le bruit, mais par l'attention.
Les gens ne me regardaient plus comme un homme qui profère des accusations. Ils observaient Vada comme une femme dont la version des faits commençait à s'effondrer. Mercé a tenté de rattraper ce qu'il pouvait. « Docteur, vous n'êtes pas expert comptable judiciaire. »« Non, a-t-elle répondu, mais je connais la différence entre le deuil et la paranoïa. » Cette phrase a été le déclic pour moi. J'ai baissé les yeux vers mes mains, elles étaient stables. Toute ma vie, j'avais été celui qui facilitait l'existence des autres. Le fils cadet, le mari sur qui l'on peut compter, l'homme qui s'effaçait pour que personne ne se sente coupable de prendre sa place. Mais assis là, à entendre un médecin formuler ce que j'avais besoin qu'on dise depuis des mois, j'ai compris une vérité simple et brute, je ne me battais pas pour être aimé, je ne me battais pas pour être accueilli de nouveau, je ne me battais même pas pour que Vada éprouve des regrets. Je me battais pour que la vérité ait enfin sa place. Le juge Bell a ordonné la conservation de l'enregistrement pour un examen approfondi et a demandé au docteur Kim de rester à la disposition du tribunal. Mercé s'est rassis plus lentement qu'auparavant. Vada ne m'a pas regardé. Cela m'en disait plus long que n'importe quelles excuses. La peur avait enfin pénétré dans la pièce. Et lors de l'audience de l'après-midi, cette peur allait les rendre dangereux. À la reprise de l'audience de l'après-midi, Mercé paraissait trop serein, ce qui m'a inquiété. Un homme qui venait d'entendre la voix de sa cliente diffusée au tribunal n'aurait pas dû afficher une telle assurance, à moins de penser disposer d'une autre issue. Vada était assise à ses côtés, les mains croisées, le menton levé, le regard sec. Branson ne riait plus, mais son assurance était revenue sous une forme plus rigide. Les gens désespérés ne le montrent pas toujours, parfois ils ont simplement l'air préparés. Le juge Bell a pris place et Mercé s'est levé avec un nouveau dossier. Votre honneur, avant que Monsieur Val ne poursuive cette mise en scène, nous devons examiner des pièces qui touchent directement à ses motivations et à sa crédibilité. Mise en scène. Ce mot avait été choisi pour me cibler. Mercé a remis des documents à l'huissier. Des copies ont circulé dans la salle. J'ai reçu la mienne en dernier. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à une chaîne de mai entre moi et un ancien employé de Harland. Les lignes sélectionnées laissaient entendre que j'avais menacé de révéler des informations compromettantes si Vada n'acceptait pas un accord financier plus important. Mon nom y figurait, mon adresse électronique également. La formulation ressemblait tellement à la mienne que, pendant une seconde, j'ai moi-même détesté la tournure de ce message. Mercé s'est tourné vers le juge. Ce n'est pas un homme qui cherche la vérité. C'est un homme qui utilise des fragments volés pour extorquer des fonds à une entreprise qu'il n'a jamais comprise. Vada m'a enfin regardé, plus avec de la peur désormais, mais avec de la satisfaction. L'atmosphère de la pièce s'est retournée contre moi si vite que je l'ai senti passer. Le juge Bell a examiné les documents sans manifester d'émotion. Mon plan d'origine, l'enchaînement méticuleux des pièces, l'enregistrement, l'aveu involontaire de Garrick, tout cela s'est soudainement retrouvé sous un nuage sombre. La vérité ne suffisait plus, elle devait survivre à la manière dont il la présentait. Le juge Bell a levé les yeux. Monsieur Val. J'aurais pu défendre mon intégrité, j'aurais pu déclarer que je n'écrirais jamais une chose pareille, j'aurais pu leur dire que j'avais reçu une meilleure éducation et que ma mère aurait eu honte de voir mon nom ainsi utilisé. Mais c'était exactement là que Mercé m'attendait, sur le terrain des sentiments, des motivations, du ton. J'ai donc regardé l'entête du message à la place. La tête de Mercé a pivoté. Ce fut la première véritable erreur qu'il commit. Le juge Bell a marqué un temps d'arrêt. Allez-y, j'ai pointé l'entête imprimée. L'email prétend provenir de ma messagerie à 21h42 le 18 mars, mais les données de routage indiquent qu'il a été généré depuis un appareil situé sur le réseau interne de Harland Infrastructure. L'IP d'origine est listée ici. Mercé a fait un pas en avant. Votre honneur, Monsieur Val spécule. Non, ai-je dit, je lis. Le juge Bell s'est penché en avant. J'ai continué, en gardant un ton régulier. L'identifiant de l'appareil est HIXC17. Il apparaît sur 3 autres documents internes déjà produits par la partie de Madame Harland. L'un d'eux est lié à l'examen juridique de la direction. Le visage de Vada a changé. Branson a chuchoté, ne réponds pas à ça. Trop tard. Le juge Bell a regardé Mercé. Est-ce que Harland Infrastructure utilise cet identifiant d'appareil? Mercé a hésité. Vada a réagi vivement, c'est juste un poste partagé de la direction, cela ne prouve rien. La salle a compris l'erreur,
et le juge Bell également. Il s'est tourné vers elle lentement. « Madame Harland, vous venez de confirmer que cet appareil existe. » Mercer a fermé les yeux une demi-seconde. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Je n'ai rien dit. J'ai laissé ces paroles flotter, car la chose la plus utile qu'un homme puisse faire est parfois de se taire. Le juge Bell a ordonné à Mercer de produire les journaux de serveurs liés à l'email en question. Mercer s'est opposé, le juge a rejeté sa demande. J'ai ensuite demandé à comparer ces journaux avec les relevés de transfert décrits par Garrick. C'est à ce moment-là que l'audience de divorce a cessé de porter sur le divorce. Les registres des salaires sont venus ensuite, puis les rapports de cotisation des employés, les confirmations de versement retraite. Des transferts qui auraient dû arriver sur des comptes de dépôt mais qui avaient transité temporairement par Ashford Meridian et une autre entité liée à Callaway Drass. Je n'ai pas proféré d'accusation. J'ai aligné les dates, retenues sur salaire, dépôt manquant, transfert le jour même, ajustement de rapport interne. Et ce schéma se répétait sans cesse. La salle d'audience s'est tue d'une autre manière. Il ne s'agissait plus d'un mari et d'une femme à présent, il s'agissait d'employés d'entrepôt, de chauffeurs, d'employés de bureau, de mécaniciens, de personnes qui croyaient que l'argent prélevé sur leur salaire allait là où il était censé aller. La voix du juge Bell s'est faite basse. « Monsieur Key, votre cliente est-elle prête à expliquer ces anomalies ?» Mercer n'a pas répondu assez vite. Branson s'est levé. « C'est une affaire commerciale. » Il ne sait pas de quoi il parle. La main du juge Bell s'est abattue sur le pupitre. Pas fort, de manière définitive. « Asseyez-vous, monsieur Harland. » Branson s'est rassis. C'est à ce moment-là que j'ai su que la situation s'était totalement retournée. Les entités cachées, le faux email, la pression médicale, les déclarations manquantes, l'argent des retraites. Pris séparément, chacun de ces éléments aurait pu s'expliquer. Ensemble, ils formaient une configuration trop laide pour être maquillée. J'ai formulé ma demande vie précaution. Votre honneur, je demande la conservation des actifs, une surveillance indépendante et la protection des registres de la société en attendant un examen approfondi. Je ne demande pas au tribunal de punir qui que ce soit aujourd'hui, je demande au tribunal d'empêcher que d'autres dégâts ne soient commis. Le juge Bell a hoché la tête lentement. Cette demande est notée. Des mesures conservatoires d'urgence seront examinées immédiatement. Vada fixait la table. Callaway Drass refusait de lever les yeux. Branson, l'homme qui m'avait traité de pauvre et de pitoyable devant tout le monde, restait silencieux, ses deux mains jointes. Et j'ai repensé à la tasse ébréchée restée dans mon appartement. Quoi qu'il arrive, nous formons une équipe. Pendant des années, j'avais pensé que cette promesse appartenait à mon mariage. Désormais, je la comprenais différemment. La seule équipe envers laquelle je devais encore de la loyauté était la vérité, la mémoire de ma mère, et l'homme que j'avais failli abandonner simplement pour préserver la paix. Le procès avait débuté par des rires. À la fin de cet après-midi-là, plus personne ne riait. Le lendemain matin de l'ordonnance de mesure provisoire du juge Bell, Fort Worth n'avait pas changé de visage. La circulation s'écoulait toujours sur l'autoroute, les cafés ouvraient, des hommes en bottes de chantier faisaient la queue pour acheter des tacos de petit déjeuner avant de rejoindre leur chantier. Le monde ignorait qu'un empire entier commençait à vaciller derrière les portes du tribunal. Mais au sein de Harland Infrastructure, le sol bougeait rapidement. Dès midi, les membres du conseil d'administration convoquaient des réunions d'urgence. Les banques demandaient des éclaircissements, les juristes d'entreprise réclamaient des dossiers, les responsables de la paix commençaient à répondre à des questions qu'ils éludaient depuis des mois. Personne ne prononçait le mot panique, mais chacun la reconnaissait. C'était là le côté curieux des conséquences, elles ne se manifestaient pas par le tonnerre, elles prenaient la forme de mets, d'audits, de citations à comparaître, de comptes bloqués et de personnes déclarant soudainement « Je ne me souviens pas avoir autorisé cela ». Vada n'a pas été emmené de force lors d'une scène dramatique. La vraie vie est plus silencieuse que cela. Des enquêteurs ont commencé à examiner les registres. Les anomalies liées au fonds de retraite ont été transmises pour des investigations approfondies. Ashford Meridian Holdings a été gelé dans l'attente d'un examen complémentaire. Callaway Drass a engagé un avocat en moins d'une semaine. Mercer s'est retiré de la défense de Vada en invoquant un conflit d'intérêts. Branson Harland, l'homme qui m'avait traité de pauvre et de pitoyable devant le tribunal,
a cessé de faire des déclarations par le biais d'amis de la famille pour commencer à s'exprimer par l'intermédiaire d'avocats. Cela m'en disait bien assez. Vada avait perdu la chose qui lui importait le plus, le contrôle. Pas seulement sur l'argent, mais sur le récit des événements. Pendant des années, elle avait pu décider de la version d'elle-même que les gens voyaient, brillante dirigeante, fille dévouée, épouse généreuse ayant dépassé un mariage difficile. Mais une fois le dossier du tribunal rendu public, l'image s'est fissurée à des endroits que même l'argent ne pouvait masquer. La première fois que je me suis rendu à une réunion du conseil d'administration après la décision, je m'attendais au mépris, j'ai trouvé le silence. 12 personnes entouraient la table de conférence, la plupart plus âgées que moi, vêtues pour la majorité de costumes qui valaient plus que mon pick-up. Ils m'observaient comme s'ils tentaient de déterminer si j'étais toujours l'homme que Branson avait tourné en dérision, ou quelqu'un qu'ils devaient désormais respecter. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne suis pas là pour détruire l'entreprise, ai-je dit. Je suis là pour veiller à ce que les personnes qui travaillent pour elle ne paient pas pour ce que les dirigeants ont tenté de dissimuler. Ces mots ont modifié l'atmosphère. Pas d'un coup, pas de façon chaleureuse, mais suffisamment. Un administrateur judiciaire a été nommé. Les versements retraite des employés ont été réexaminés et corrigés là où les pièces le permettaient. Plusieurs cadres ont démissionné. On a demandé à certains de coopérer. D'autres ont été priés de ne pas revenir avant la conclusion de l'enquête. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la procédure. Et, d'une certaine manière, la procédure semblait plus forte. Quelques semaines plus tard, Marie Keter m'a appelé. Elle avait découvert de vieux dossiers de développement liés aux terres près de la rivière Brazo. Les plans remontaient plus loin que je ne voulais le croire. Avant que le mariage ne s'effondre, avant la séparation, peut-être même avant que Vada ne cesse de faire semblant de m'aimer. Cette prise de conscience a fait mal, mais pas autant qu'auparavant. Certaines vérités arrivent tardivement parce que votre cœur n'était pas prêt à y survivre plus tôt. Je me suis rendu sur les terres Val par un froid samedi après-midi. L'herbe le long de la rivière avait jauni avec l'hiver. La vieille clôture en cèdre de ma mère penchait toujours au même endroit, celui que j'avais promis de réparer sans jamais le faire. Je me suis assis sur le haillon de mon pick-up et j'ai ouvert la boîte à outils rapportée de sa maison. À l'intérieur se trouvait la lettre. Le papier s'était assoupli aux pliures. « Tu n'es pas né pour être le fils de rechange », avait-elle écrit. « Tu étais celui sur qui nous nous appuyions parce que tu ne nous laissais jamais tomber. Un jour, j'espère que quelqu'un prendra enfin ta défense. » J'ai relu cette ligne, puis je l'ai pliée soigneusement et remise en place. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais pensé que prendre ma propre défense signifiait devenir dur, en colère, impitoyable. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ressentais toujours de la douleur. L'homme que j'étais avant tout, cela me manquait toujours. Je pleurais toujours le mariage que je pensais avoir construit. Mais je ne confondais plus l'endurance avec l'amour. Ce soir-là, de retour dans mon petit logement, j'ai déballé le dernier carton du déménagement. Tout au fond, enveloppé dans une serviette, se trouvait la tasse à café ébréchée. Quoi qu'il arrive, nous formons une équipe. J'ai failli la jeter à la poubelle, puis je me suis arrêté. Non pas parce que je voulais reconstruire ce mariage, je ne le souhaitais pas. Je l'ai gardée parce qu'elle n'appartenait plus à Vada. Elle appartenait à l'homme qui l'avait portée à travers l'humiliation, la peur, le doute, et dans une salle d'audience remplie de gens qui le croyaient déjà vaincu. Je l'ai posée sur l'étagère à côté de la lettre de ma mère. Pas réparé, pas caché, juste là. Un objet fêlé qui avait survécu. Les gens demandent si je me suis senti heureux quand tout s'est terminé. Ce n'est pas le bon mot. Le bonheur est une notion trop légère pour un tel dénouement. Je me sentais lucide. J'avais perdu des années, j'avais perdu la confiance, j'avais perdu le confort de croire que la famille est toujours synonyme de sécurité. Mais je suis reparti avec quelque chose que je n'avais pas en entrant dans cette salle d'audience, ma propre voix. Avez-vous déjà passé des années à tenter de gagner le respect de personnes qui avaient déjà décidé de ne pas vous l'accorder? Si c'est le cas, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, à la minute où vous cessez de demander la permission de vous estimer à votre juste valeur, tout change. Le tribunal m'a rendu justice, mais apprendre à faire confiance à ma propre voix m'a apporté la liberté.